Diaconat, un état des lieux, livre paru récemment par un groupe de chercheurs de l'Université catholique de Lille, travaille pour essayer de comprendre où en est l'Église vis-à-vis de ce ministère. Bonjour Père Luc Forestier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes beaucoup de choses, prêtre, chercheur, animateur de l'excellente émission Vox sur RCF Hauts-de-France, délégué épiscopal dans le diocèse de Lille au service de l'unité des chrétiens. Vous travaillez sur le diaconat depuis longtemps. Je relève donc ce livre de Diaconat, un ministère en chantier que vous publiez récemment, mais il y a eu également Diaconat, les promesses d'un ministère en 2021. Promesses, état des lieux, peut-être parce que le grand public ne comprend pas tout à fait ce qu'est un diacre, même si le terme est bien connu. À part être celui qui envoie les fidèles dans la paix du Christ à la fin de la messe, qui est un diacre ? Qu'est-ce qu'un diacre ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est juste qu'il y a une forme d'incertitude. Alors je dirais dans notre région peut-être moins qu'ailleurs, parce qu'il y a une très belle tradition diaconale, non seulement ici dans le diocèse de Lille, mais aussi dans le diocèse d'Arras et de Cambrai. Ça vient d'où ? Ça, c'est une bonne question. En fait, quand le diaconat apparaît comme une forme de façon permanente, c'est-à-dire après le Concile Vatican II, finalement, dans le Nord, très vite, des personnes s'engagent, à commencer par le plus ancien diacre de France, qui est un diacre du diocèse de Lille, qui s'appelle Bernard Lemaître, qui a été ordonné en 75, je crois, 72, peut-être 72, je crois, 72, oui, et qui, donc très jeune, et très vite, les évêques ont appelé des hommes à ce ministère, des hommes qui, pour la très grande majorité d'entre eux, sont mariés, donc aussi des couples, parce que bien sûr, les épouses étaient partie prenante de cette aventure. Donc dans le Nord, je dirais qu'il y a une vraie tradition diaconale, peut-être plus marquée que dans d'autres régions de France. Mais c'est vrai que l'émergence du diaconat, peut-être que les personnes la voient surtout à la liturgie dominicale en paroisse, alors qu'en réalité, là où les diacres ont été envoyés, c'est principalement en dehors de la vie paroissiale, dans leur vie professionnelle, dans leurs engagements en couple, en famille, dans les engagements Être un sociaux. signe de l'Église, en fait, là où ils sont. Là où ils sont, et plutôt dans les zones plutôt périphériques, je dirais. Donc ça donne pas une très grande visibilité liturgique qui souvent est réduite à ce que vous venez de dire. Enfin, il y a encore d'autres éléments, bien sûr, pas seulement celui à la fin, mais c'est peut-être pas là où on perçoit le plus la signification de ce ministère. Et donc, c'est vrai que ça demande une certaine forme d'initiation, d'être un peu intégré dans la vie interne des communautés chrétiennes pour percevoir la manière dont des diacres se sont engagés depuis longtemps déjà, avec le plus souvent leur épouse. Aujourd'hui, les diacres, ils peuvent célébrer les mariages, célébrer les baptêmes, pas donner de sacrement de réconciliation, ni célébrer la communion. C'est un super laïc, c'est un grand servant d'autel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez raison que les questions se posent essentiellement sur le terrain probablement pastoral, comme vous venez de le dire. Mais en réalité, dans l'histoire du diaconat à la française, parce qu'il y a une singularité française de ce point de vue-là, dans l'histoire du diaconat à la française, les diacres ont été pensés vraiment pour être en dehors du système paroissial. Mais sous un double effet, qui est d'une part le fait que ces hommes ont été ordonnés jeunes, mais ils ont vieilli, on peut pas leur reprocher d'ailleurs, ils ont vieilli. Et donc en passant à la retraite, ils deviennent beaucoup plus disponibles pour la vie paroissiale, premièrement, et deuxièmement, parce que la baisse dramatique du nombre de prêtres a augmenté en quelque sorte la pression pastorale, de sorte qu'on est très content aujourd'hui de pouvoir compter sur eux pour assurer toute une série de services. Mais à l'origine, du moins en France, ils avaient vraiment été pensés pour être engagés dans le tissu social, dans le tissu associatif, dans le tissu culturel, même dans le tissu politique. Quelque part, être des représentants de l'Église dans la société, mais est-ce que c'est pas l'appel de tout baptiser ? Alors voilà, ce qui était important, c'était à l'articulation de cet envoi en mission de tous les baptisés au titre de leur baptême, mais évidemment par le fait qu'ils étaient ordonnés, associés au ministère apostolique de l'évêque, ils manifestaient au fond une forme de présence de toute l'Église, à travers la figure de l'évêque, dans des lieux limites, des lieux frontières, des lieux périphériques. On a beaucoup utilisé l'expression de seuil, par exemple, ministre du seuil. Dans ces années-là, c'est vraiment une expression majeure. Qu'est-ce que ça veut dire, ministre du Seuil, à ce moment-là ? En fait, si vous voulez, le seuil, qu'est-ce que c'est ? C'est cette ligne invisible qui sépare deux pièces. Et donc, il y avait l'idée que les diacres, ils étaient à l'articulation entre le rassemblement effectif des chrétiens, donc on pensait surtout aussi au niveau paroissial, et puis, l'envoi dans le monde associatif, culturel, l'entreprise, etc., etc. Qui sont les hommes qui deviennent diacres ? Ils ont la vocation de devenir diacres, ils sont appelés par un évêque. Comment ça se passe ? Alors, ça a beaucoup varié dans l'histoire. Aujourd'hui, je dirais que ce qu'on constate, c'est souvent des hommes qui sont interpellés.
C'est-à-dire, c'est pas des gens qui, en général, se présentent et disent: «Ah ben moi, je serais bien prêt à être». Je peux pas appeler monseigneur Le Bouche et dire s'il vous plaît monseigneur, j'aimerais devenir diacre. Bah, vous pouvez toujours essayer de l'appeler d'abord, ça lui fera plaisir. Et vous pouvez, il vous enverra à ce moment-là Bruno Courtois, Père Bruno Courtois, qui est le responsable, le délégué diocésain pour le diaconat. Donc c'est plutôt des hommes, très souvent mariés, le plus souvent possible d'ailleurs mariés. Et puis là, hop, on leur pose la question. Souvent d'ailleurs, ils en sont les premiers surpris. C'est vraiment quelques-uns au fond pouvaient réfléchir à ça, mais d'assez loin. Généralement, ils sont surpris, voire même fortement ébranlés. De sorte qu'il y a tout un processus de formation qui se met en place, qui est au fond assez long quand même, et qui leur permet progressivement d'entrer dans un chemin de liberté, et chemin de liberté qui concerne aussi l'épouse. Parce que c'est très important que l'épouse soit dès le début associée à l'ensemble du processus, et que sa pleine liberté soit aussi respectée, C'est une évidemment. famille en fait qui devient engagée dans l'église. Vous posez une bonne question sur la place des enfants. En fait, ça, c'est un des points, je dirais, presque aveugles. C'est-à-dire que, au début de l'histoire du diaconat à la française, on a vraiment appelé des hommes relativement jeunes. De sorte que leurs propres enfants, quand ils en C'était avaient, quel âge? ah ben, ouais, à 35 ans. Eh ben, alors, le maître, il a été ordonné à 35 ans. Mais d'autres, voilà, dans ces années-là. Aujourd'hui, on interpelle des gens plus âgés. Donc, mécaniquement, les enfants, quand ils en ont, Aujourd'hui la sont moyenne plus d'âge ce âgés. serait plus 50 ans. Oui, c'est ça. Je dirais peut-être même un peu plus. Si on regarde précisément les chiffres, je crois que c'est même un peu plus. Mais ça veut dire que c'est pas du tout le même type de profil. Et donc, les enfants, c'est pas du tout la même chose. Des enfants très jeunes, on peut pas les impliquer ou les impliquer de la même manière que des enfants adolescents, voire même adultes. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même assez peu intéressé, dans la recherche en particulier, on s'est assez peu intéressé à la question des enfants de diacres. Mais vous avez raison que c'est quand même pour une famille, pour toute une famille, une forme de nouveauté. Et c'est pas sans effet pour les enfants de diacres, dont certains ont, avec de très bonnes expériences, et puis des expériences aussi un peu plus difficiles, il faut bien le reconnaître. Ça demande donc de la part, disons, de ceux et celles qui accompagnent l'ensemble du processus de formation et d'accompagnement après l'ordination, une grande sensibilité à ces questions conjugales et familiales. Mais les deux étant importants, mais séparés. Conjugal, d'abord le lien conjugal, et ensuite familial, parce que ça concerne leurs enfants, quand ils en ont bien sûr, mais ça concerne aussi en fait toute la famille d'une certaine manière, plus largement que simplement les parents et les enfants. On parle du ministère du diaconat avec vous, Père Luc Forestier. Vous publiez ce livre Diaconat, un ministère en chantier avec Gabriel Planchez et Olivier Rota. Un livre qui fait état de l'état des recherches aujourd'hui, qui est tant historique que théologique. On dit souvent le diaconat revient avec Vatican II. Votre livre, il bat un peu en revers cette idée. C'est une idée qui est un peu plus vieille, je crois. C'est-à-dire que vous avez raison de souligner le fait que ce livre, donc nous sommes trois à l'avoir piloté, hein. Donc mes deux collègues de la faculté de théologie, le professeur Olivier Rota, qui est professeur d'histoire et de l'Église et des religions, et puis le père Gabriel Plancher, qui est prêtre du diocèse d'Arras et maître de conférences en ecclésiologie à la faculté. Donc nous sommes trois pour piloter cet ouvrage qui rassemble des collaborateurs de plusieurs pays et de plusieurs confessions. Donc c'est très large en fait. Mais c'est vrai que l'idée, au fond, d'un ministère tourné vers l'idée de service, elle est antérieure à Vatican II. En fait, elle a une origine allemande. Ce que montre très bien le professeur Bruno Dumont, qui est directeur de recherche au CNRS à Lyon, diacre lui-même du diocèse de Lyon, c'est que l'idée, elle est germano-française. Non pas franco-allemande, mais germano-française. Elle vient d'Allemagne, avec l'engagement dans les églises d'Allemagne, je dis bien les églises parce que c'était aussi vrai du côté protestant, dans un service social, au fond, ce qu'on appelle la caritas côté catholique et la diaconie côté protestant. Et donc ça vient par là, cette idée du besoin, au fond, d'un type de ministère qui soit articulé au service concret qu'on rend à des personnes en Et difficulté. qu'est-ce qui change dans les années 60 avec Vatican II? Eh bien, alors en fait, à Vatican II, il y a une sorte de convergence entre cette attente-là qui est très forte, mais aussi des attentes qui viennent des pays de mission. Parce que dans les pays de mission, on est confronté à un trop petit nombre de prêtres issus des pays eux-mêmes. On est en train de partir, de se quitter le système des missionnaires qui avaient été envoyés. On voit naître, sous l'impulsion des papes, d'ailleurs, des papes successifs, à commencer par certainement Benoît XV et Pie XI, on voit apparaître un clergé qu'on appelle à l'époque autochtone, c'est-à-dire des hommes qui se lèvent pour être ordonnés prêtres, mais le nom est encore trop faible. Donc les évêques qui sont là-bas, qui sont encore très largement européens d'ailleurs, disent mais nous on a besoin d'un autre type de ministère pour nous aider. Et donc c'est cette convergence qui arrive à Vatican II, qui non sans débat d'ailleurs fait émerger cette décision qui est prise de restaurer de manière permanente l'exercice du ministère
ministère diaconal. C'est-à-dire que ce qui existait comme une simple étape vers le presbytérat et l'épiscopat, eh bien, prend une vraie consistance et on voit apparaître des diacres que l'on appelle un peu trop vite permanents. Ce qui est permanent, c'est l'exercice du ministère. Au fond, les prêtres, c'est mon cas, sont tous déjà des diacres. Moi, j'ai été ordonné diacre, puis 6 mois plus tard, prêtre. Donc, je reste diacre, évidemment. Simplement, on dit l'exercice permanent du ministère diaconal et c'est devenu, dans le langage courant, diacre permanent. Mais l'expression n'est pas tout à fait juste. En fait, nous sommes tous des diacres permanents. Simplement, ce qui est important, c'est de voir qu'à Vatican II, il y a en effet une sorte de convergence des attentes. Avec des attentes d'ailleurs assez différentes, ce qui va se diffracter après de façon diverse selon les pays. Certains pays vont recevoir de manière très forte, c'est le cas de la France, mais d'autres pays aussi. D'autres où, en fait, il n'y en a quasiment pas. Justement, les endroits où il n'y en a quasiment pas des diacres, est-ce que c'est appelé à se développer dans les années futures? Ah, ça c'est une excellente remarque, parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit dans le document final du synode sur la synodalité. Vous savez qu'en 2021, le pape François a convoqué un synode sur la synodalité qui a duré quand même plusieurs années, et qui a été conclu en 2024. Synode sur la synodalité, dans l'idée, c'est aussi de remettre à plat les méthodes de l'Église, les méthodes de gouvernance, comment est-ce qu'on fait Église au niveau mondial. Il y a eu toute une phase en paroisse, puis en diocèse, et puis une restitution autour du pape. Voilà, c'est ça, avec deux sessions à Rome en octobre 24, en octobre 23 et en octobre 24, et puis un document final du 26 octobre 2024, approuvé aussitôt par le pape François. Et il y a un numéro 73, très intéressant, sur le diaconat. Et là, on voit très bien qu'en effet, il y a un appel à ce que les églises soient plus généreuses dans le diaconat. Et c'est intéressant que ce soit les églises qui soient appelées. On ne demande pas aux diacres d'être plus généreux, ils le sont déjà beaucoup. On ne dit pas non plus aux épouses de diacres d'être plus généreuses, elles le sont aussi énormément. Mais on dit les églises doivent l'être davantage. Et donc c'est une invitation pour les églises qui n'ont pas encore fait le choix de permettre à des hommes souvent mariés d'être ordonnés diacres, d'avancer un pas dans cette direction. Et de fait, le but de notre groupe de recherche internationale œcuménique et interdisciplinaire Diakonos, c'est de favoriser cette prise de conscience de l'importance de ce ministère dans la vie de l'Église et des Églises. Qu'est-ce qui permet à un évêque, à une communauté, à une église de discerner qu'un homme serait un bon diacre? Alors ça, vous posez une question qui est délicate parce qu'en fait, ça peut varier selon les pays, et je dirais même dans les pays selon les diocèses. Moi, j'ai eu la chance d'être en Et ministère. alors à Lille, qu'est-ce qui fait un bon diacre à Lille? Ah ben, alors, je dirais dans le Nord, parce qu'en fait, Lille, Arras-Cambrai, je dirais que c'est à peu près, de ce point de vue-là, pour la même chose, je dirais comme ça, mais je ne suis pas dans la région depuis suffisamment longtemps pour le mesurer, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. C'est sûr que c'est, je dirais, une qualité de vie chrétienne, une qualité de vie conjugale et familiale, et un engagement vers, disons, des situations de vulnérabilité. Voilà, moi je dirais que ça c'est vraiment essentiel comme critère. Mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, dans le processus de discernement, on aide les hommes qui seront peut-être un jour diacres, leur épouse, à cheminer et à prendre conscience de ce que signifie cette ordination. Et donc les critères, ils sont vraiment, je dirais, d'être engagés dans la vie chrétienne de manière profonde, je dirais, voilà, de manière importante, et prêt à faire un pas quand même considérable, puisque c'est une ordination pour toujours. C'est pas simplement un engagement ponctuel qu'on prend en paroisse pour quelques années, c'est une ordination pour toujours. Donc ça demande un vrai cheminement en garantissant la liberté de tout le monde, la liberté de celui qui sera peut-être appelé diacre, la liberté de son épouse, c'est très important aussi, parce qu'il faut qu'elle puisse dire un vrai oui, et la liberté de l'Église aussi, qui peut appeler ou ne pas appeler, selon ce qui est perçu par l'équipe de discernement. Père Luc Forestier, un diaconat, un ministère en chantier, vous dressez un état des lieux de ce ministère. On ne peut pas ignorer la question du diaconat féminin qui est régulièrement posée, qui a été régulièrement posée au synode, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui écarte historiquement les femmes du ministère de diacre? Vous en désigniez tout à l'heure les qualités d'un bon diacre, une vie de prière, une vie conjugale, une vie au service. Qu'est-ce qui écarte les femmes de ces critères-là? Sûrement pas ces critères-là. Non, ça, sûrement pas. Non. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a dans le livre un chapitre que ma collègue, la professeure Serena Nochetti, qui est professeure de théologie dogmatique à Florence, a rédigé. Un chapitre absolument remarquable. Vraiment, c'est une grande pédagogue, une grande spécialiste de cette question-là. Mais en plus, elle a, je dirais, elle est pédagogiquement, elle est venue à Lille il y a quelques semaines pour une journée que nous avons organisée à l'Université catholique, et elle a une capacité à communiquer qui est tout à fait impressionnante. Et donc elle traite cette question de manière extrêmement précise en montrant que
Au fond, ça pose des questions épistémologiques et théologiques très intéressantes. Il y a eu un texte tout à fait récent qui a été rendu public, qui en fait date du mois de septembre, mais n'a été rendu public que tout récemment, qui est une partie du rapport de la commission que le pape François avait instituée. En fait, c'est la 5e commission alliée. C'est ça que montre très bien Serena Nocetti. Et une partie a été rendue publique, une partie simplement, de sorte qu'on était un peu frustré parce qu'on n'a qu'une partie du raisonnement qui les amène à être en fait dire plutôt non, en tout cas pas tout de suite, il faut Non, pas réfléchir, oui, trop, non pas pas trop, tout de pas tout de suite. suite, on va réfléchir. Donc ce qui a quand même beaucoup déçu un certain nombre de gens. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est au moins 3 choses. Premièrement, historiquement, c'est attesté. De toute façon, c'est absolument incontestable. Attester qu'il y a eu des femmes Il y a eu diacres. de nombreuses femmes, pas des, mais de nombreuses femmes engagées comme. Alors, en italien, l'avantage, c'est qu'on peut dire diacre au féminin sans dire diaconesse, parce que le mot diaconesse peut parfois, dans certains cas, dire épouse de diacre. Donc, voilà. Mais nous, en français, on est obligé de dire diaconesse ou femme diacre. Donc des femmes qui ont été engagées dans ce ministère-là. Ça, c'est absolument attesté, ça se voit dès le Nouveau Testament, mais c'est très largement. Ensuite, ça disparaît. Ça disparaît sans doute parce que les besoins pastoraux qui étaient à l'origine de cette nécessité d'avoir des femmes qui étaient en contact, en particulier, mais peut-être pas seulement, mais en particulier pour le soin pastoral aux femmes, par exemple, aller visiter des malades, s'occuper des personnes au moment du baptême et faire les onctions. Bref, pour ça, on préférait avoir des ministres femmes plutôt que des ministres hommes pour des raisons que tout le monde comprend. Et ce besoin pastoral a été sans doute diminué. Donc, elles ont fini par s'effacer. Historiquement, on le voit s'effacer. Et le diaconat lui-même, du moins dans l'Occident latin, finit par s'effacer lui-même parce que, d'une certaine manière, on ne perçoit plus sa nécessité et finalement, on les ordonne prêtres. C'est diacre. Et donc, du coup, le ministère, il est absorbé par le presbytérat, ce qui est une manière par laquelle il disparaît historiquement. Il y a toujours cette menace que le diaconat disparaisse en étant absorbé par le presbytérat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche? En fait, si vous voulez, ce que je comprends des raisons avancées, ça tient essentiellement à, disons, la question de l'unité du sacrement de l'ordre. C'est-à-dire, si on ordonne des femmes au diaconat, ne faudrait-il pas aussi les ordonner au presbytérat et à l'épiscopat? La question, elle peut être posée parce que c'est ce qu'on voit dans les autres églises. Par exemple, la communion anglicane, ou même l'église d'Angleterre, ça nous est Qui est proche. dirigée aujourd'hui par une femme. Voilà, donc voilà, la prochaine archevêque de Canterbury sera installée dans quelques semaines, ou en mars, je crois. A commencé avec des femmes ordonnées au diaconat, et puis bien sûr au presbytérat et à l'épiscopat. Parce que, au fond, c'est un seul sacrement, et c'est très important, puisque c'est la même ordination, enfin, pas la même ordination, mais c'est le même type de célébration, exactement le même type de célébration, d'ailleurs, dans le rite latin, sauf que c'est bien sûr pas le même type d'imposition des mains et de prière consécratoire, et puis de gestes qui l'accompagnent, entre le prêtre, le diacre et l'évêque. Mais le site dans lequel c'est passé, c'est-à-dire une messe stationnale, donc une messe présidée par l'évêque dans sa cathédrale, entourée de tous les ministres et de tout le peuple chrétien, eh bien, c'est le même site en quelque sorte. Donc on comprend que en insistant sur l'unité du sacrement de l'ordre, on se dise « Ah ben alors, ça veut dire qu'il faut aller vers l'ordination presbytérale et épiscopale de femmes. » Ce à quoi l'Église catholique n'est pas du tout prête. Même Jean-Paul II s'était même positionné de façon assez ferme là-dessus. Et donc, en face, d'autres disent « Ah, mais pas du tout, on pourrait très bien ordonner des femmes au diaconat sans aller jusqu'à... » Voilà. Donc là, il y a un débat. Il y a un autre débat sous-jacent aussi que je perçois et qui fait débat, c'est-à-dire, c'est un peu ce que dit le pape Léon XIV d'ailleurs, on n'a pas assez réfléchi le diaconat comme tel. Donc, mettons-nous bien d'accord sur ce qu'est le diaconat, et ensuite on pourra voir si on peut l'ouvrir, oui ou non, aux femmes. Ma collègue Serena Nocetti dit un peu l'inverse, et elle dit, en fait, si on s'intéresse au diaconat féminin, on pose les bonnes questions sur le diaconat tout court. Merci, Père Luc Forestier, de nous avoir replacé les enjeux du diaconat. Diaconat, un mystère en chantier, c'est le livre que vous venez de publier avec Gabriel Planchez, Olivier Rota et tout le groupe Diaconos à l'Université catholique de Lille. L'entretien sera retrouvé sur rcf.fr et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.